Nous arrivons effectivement à la dixième idée force sur 12, et donc une petite glace pour servir de pause qu'on n'a pas encore eue. Mais Alors il y a une bientôt, grande glace et une petite glace. La grande glace, c'est l'iceberg. L'iceberg, enfin vous reconnaissez l'image qu'on avait souvent employée, qui sont les actifs immatériels qui sont sous la ligne de flottaison. Mais en fait, cette image, on pourrait la transposer pour l'individu lui-même. Il s'agit d'aller sur ces ressorts profonds de motivation. En quoi l'individu rentre en résonance avec l'entreprise, avec ce qui lui est demandé. Et faire ça, c'est décupler l'énergie. Donc c'est l'enjeu de trouver des outils qui vont permettre de modéliser ces ressorts de motivation et de trouver des leviers qui sont efficaces. Alors il y a des séries de leviers qui agissent sur les ressorts de motivation qui sont souvent bien investigués et bien gérés par les entreprises. Ce sont les deux boules de la glace, la boule fraise et la boule vanille que vous avez sur le schéma. La boule vanille à gauche, ce sont les leviers RH. C'est tout ce qui est procédure RH et qui, à un moment donné, va faire en sorte que ce soit de la formation, du système d'évaluation, justement la gestion des iPods, qui va faire en sorte on s'occupe de la performance de chaque individu. Puis il y a d'autres leviers de type management de proximité, management intermédiaire, et là aussi, généralement les entreprises s'occupent de ce type de levier. Et puis il y a le cornet, il y a le troisième type de levier, qui celui-là est moins investigué, et moins maîtrisé. Et il a trait justement au ressort de motivation profonde des salariés. Si je reprends mes conducteurs de train de SNCF tout à l'heure, alors je vais passer en revue quelques ressorts de motivation. Donc c'est une grille qu'on avait construite à l'époque avec Karine Sasson et Wilfried Legendre. Ce sont des représentations. Alors vous pouvez imaginer qu'un conducteur de train, il a des représentations sur les pionniers du train, etc. Les identifications, il s'identifie à ses pairs, il s'identifie dans son rôle de sécurité. Je pense que c'est très très important pour lui. On sait que c'est vrai aussi dans d'autres types de transports. La différenciation, c'est un métier en soi. Hein, on ne se mélange pas forcément avec les autres. D'ailleurs, c'est tout un enjeu pour la SNCF qui, à un moment donné, avait voulu développer la notion d'équipage, mais c'est compliqué de le faire avec des conducteurs de train et avec des contrôleurs. La notion de sécurité organisationnelle, c'est une population qui a une certaine sécurité de l'emploi ici. La maîtrise de son métier, ils sont seuls maîtres à bord, ils ont aussi des capacités de définir les roulements d'équipe et l'estime de soi. Et sur ces différents ressorts de motivation, il s'agit de développer des leviers de management, en tout cas de s'en occuper. Comment est-ce qu'on le fait? Effectivement, je reprends l'exemple de la maîtrise. On a donné des marges de manœuvre aux conducteurs pour qu'eux-mêmes puissent s'organiser entre eux sur les roulements, ce qui leur donne un pouvoir dans certaines limites. Il y a la question des représentations ou des identifications. La SNCF a essayé ça n'a pas encore abouti, la notion d'uniforme. Est-ce qu'on peut mettre un uniforme au conducteur? Est-ce que ça va être statutaire, un peu à l'instar de ce qu'on trouve dans le transport aérien? Donc là, il y a des réflexions pour faire en sorte de jouer sur ces ressorts de motivation. Donc, les enseignements, c'est accepter la singularité des personnes par rapport à une approche RH qui a forcément un caractère collectif. C'est choisir ses combats, c'est pas chercher à trouver des outils qui sont applicables à tous. Et puis il y a des biais, il y a des écueils. C'est reconnaître des populations, c'est aussi potentiellement créer des jalousies. Donc fêter les héros, mais attention à des effets castes. Donc la reconnaissance, c'est un outil qu'il faut manier avec précaution. Sur les leviers, moi j'avais retenu de l'expérience Itelios, donc Itelios avec Evelyne Denez qui est là, qui est une entreprise qui est dans la création de sites web. Moi ce qui m'avait marqué dans le témoignage d'Itelios, c'est le fait qu'au-delà des expertises qu'on pourrait attendre, hein, qui sont des facteurs de développement, de progrès, de reconnaissance pour chacun des managers, des collaborateurs, ce qui était reconnu et ce qui était attendu par la direction générale, c'est surtout un esprit entrepreneurial, prise de risque, hein, je parle sous contrôle, et finalement la direction générale avait
petite entreprise, mais Christophe était venu témoigner, avait trouvé toute une série de leviers pour agir là-dessus. C'est la place qu'on donne au CODIR, enfin en tout cas en accès, si c'est pas de manière permanente, c'est au moins en accès. C'est la responsabilité sur des projets, c'est naturellement des budgets, c'est la participation à toute une série de process. Donc en fait, il y a énormément de leviers qui permettent de mettre en valeur et de développer ce qui finalement est placé par le fondateur et directeur général comme étant le facteur clé de succès en entreprise, qui est continuer à cultiver un esprit de créativité, d'innovation, de prise de risque, même quand ça marche bien, même quand le développement est là. Je vais... Il y a eu beaucoup de débats hein, sur jusqu'où peut-on aller, est-ce que c'est pas dangereux hein, dans les différentes... donc je pense qu'il n'y a pas la conclusion de l'atelier n'a pas été définitive là-dessus. Hein. Il y a eu... D'ailleurs, dans l'autre, sur le digital aussi, on a parlé de ces populations effectivement difficiles à attirer, jusqu'où on doit les reconnaître, qu'est-ce qu'on fait en plus lorsqu'elles sont dans différents univers géographiques. Hein. Alors peut-être qu'il ne faut pas du tout de DRH, c'était la position... Pardon ? On a DRH, oui. Ben, pardon ? Voilà, c'était effectivement, à part les RH, il faut le... Mais donc, comment on fait, effectivement, quel degré d'auto-organisation on doit donner à ces populations hein ça avait été un point aussi qui avait été débattu. En tout état de cause, on est sur quelque chose vraiment en évolution par rapport à un modèle de management hiérarchique. Hein. Je pense que là, on est vraiment quelque chose de clé. Et en tout cas, la conviction, c'est de dire comment, au niveau ressources humaines au sens là, on s'empare, on va dire, du cornet de glace. Hein. Voilà un peu le point. C'est plus fragile, mais en tout état de cause, c'est un peu notre conviction là-dessus. Alors peut-être... Oui. De la SNCF, je veux juste parler d'Air France. Sur le point de la justice organisationnelle, il faut savoir qu'Air France a changé son protocole d'analyse des vols en mettant en place une approche qu'on appelle le just and fair. Donc ça a changé la relation à la dépénalisation de l'erreur, qui a touché à une lecture pour le pilote de la reconnaissance de l'organisation, de la complexité de son activité, et donc le fait qu'on puisse faire des erreurs. Et dès lors qu'elle est non intentionnelle, elle n'est pas punie. Et juste en termes de comportement, il faut savoir que ça a multiplié par 3 les rapports du commandant. C'est-à-dire que de manière un peu auto-organisée, la communauté des pilotes, en fait, dès lors que cette dépénalisation s'est mise en place, encore une fois, j'insiste sur les erreurs non intentionnelles, comment ? Et non répétées, tout à fait. À partir la question étant de savoir si elle est répétée, elle devient intentionnelle. Enfin, c'est un débat qu'on a pu avoir. Et je veux dire, en termes de faits et de constats sur les actes, hein, ça a multiplié par 3 cette dernière année, enfin depuis qu'on a revu le protocole des vols, ça a multiplié par 3 les déclarations des pilotes spontanées vis-à-vis de l'organisation. Sur les incidents de vol, oui. Comment on génère effectivement par une certaine organisation finalement une meilleure prise en compte de risque. Donc il y a à la fois il y a des bénéfices et puis il y a effectivement une prise de risque là-dessus. Jusqu'où on va dans ce style de management.